Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 2 juin avec Jessie. Nous allons vous présenter le ZCL de cette journée un peu particulière sur le plan social puisque Pointe-à-Pitre est bloqué. Au niveau de l'eau, ça n'avance pas beaucoup. On va en parler, mais on va parler surtout de Capesterre-Belle-Eau justement puisque le représentant syndical de Capesterre-Belle-Eau, monsieur Marc Saint-Hilaire, est avec nous, avec le délégué syndical de l'UTC, le patron même, Nestorius Favel. Voilà. Sinon, on va recevoir entre autres plus loin le docteur Marie-Laure Lalande-Miskich pour parler un peu de l'obésité, une maladie qui frappe beaucoup de Guadeloupéens. Ensuite, nous ferons un petit tour du côté de la musique avec Karim Bilon d'Iyaout qui vient avec Justine Daril, la responsable Cap Excellence de la culture. Et puis enfin, l'édition comme chaque jeudi, la chronique juridique avec France Calvaire et Maritza Bernier. Ce sera vers 13h40. Sinon, Jessie, rebonjour. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Bonjour Danick. Immobilisation à Pointe-à-Pitre. L'ensemble du personnel de la ville affilié au syndicat SCP La Pointe est en grève depuis ce matin. Il réclame le respect des protocoles d'accord. Selon le syndicat, Pointe-à-Pitre est la seule ville à ne pas proposer de chèque déjeuner à son personnel. Le citrus greening frappe toujours. Cette maladie grave qui tue les agrumes oblige les élus et l'ensemble des acteurs du secteur agricole à trouver des solutions pour les producteurs. L'avancée des travaux a été présentée ce matin à Petit-Bourg sur le site du CIRAD. Et hier, c'était Journée mondiale des parents. Un débat sur le thème Être parent aujourd'hui s'est déroulé hier au centre commercial de Destreland à Bumao. Bien, voilà, merci donc à Jessie. Donc vous êtes avec nous à Pointe-à-Pitre, à Fort-de-France et à Paris en direct dans le ZCL. On va recevoir, donc je vous l'ai dit, monsieur Marc Saint-Hilaire de l'UGTG, de l'UTC, et aussi avec lui son patron, on peut dire patron du syndicat Nestorius Favel. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors première question, on va d'abord faire un petit point sur la question de l'eau parce que depuis 2 ou 3 jours, tout le monde a bigidi, pas ni de l'eau, l'école a fermé. Est-ce qu'habitant a avancé? Oui, ça nous a arrêté soit bien tard, dans les 2007 matin. Nous avons arrêté à un premier temps en service minimum. Ouais. En service minimum. C'est pour faire là qui impose les autres? Non, justement, pour faire là, était imposé. Il nous demandait à retirer justement des mandats. Et nous prenons engagement, en tout cas, le travail pour engagement avec le président à SIAG et qu'il a assuré, il a organisé un service minimum. Et depuis le matin, le service minimum a commencé seulement jusqu'à vendredi 24h. Parce que ce n'est que samedi, samedi à 9h du matin, que M. Bernier dit qu'il a rassemblé l'ensemble des élus, en tout cas les signateurs, à protocole à 21 décembre 2014. Une dernière question avant de nous venir vers Saint-Hilaire. Est-ce que vous pensez réellement que le SIAG n'a les moyens de payer ça, ce qu'on demande à l'équité? Non, le SIAG, son établissement. Parce que la situation est difficile, vous savez ça. Le SIAG, son établissement public, et que le SIAG engagé à prendre 120 salariés à Général des Eaux, ni au moins 8 ou 9 signateurs, dont la préfecture, la région, le département, Cap Excellence sont ces signateurs. Donc, là, pour ça, nous commandons des SIAC, ce n'est pas ban nous plus, hein. C'est justement les avantages. Au moins, maintiennent les avantages que c'est pas de gagner. Parce qu'ils sont en train de perdre tout avantage du tennis général. Bon, nous connaissons ça, c'est un pita samedi. On va venir côté M. Saint-Hilaire, bonjour. Alors, bien bonjour et encore saluer les camarades qui ont les petits bonnes droits en Guadeloupe. Alors, depuis le 2, ils sont en grève à Capesterre, mais son bab qui commençait depuis plus longtemps que ça, puisque la situation à Capesterre n'est pas belle. Mais là, Kabigidi pour faire déjà des fois, il est quand même tombé d'ailleurs. Il a fait ça qu'il faut pour rien pas avancer. Je vais bloquer Capesterre une fois. Ce mouvement-là qui prend les jours de là, nous le 1er juin, il faut un mois pratiquement. 2 juin, nous un mois pratiquement. Oui, normalement, nous avons dit que la situation qu'il y a au niveau de Capesterre est un peu particulière comparativement les autres communes en Guadeloupe. Au là que où nous met qui est complètement différent des situations qui est au niveau de la population, qui est au niveau de la mission de service public que nous avons rempli là, dans la mesure que nous rendons compte que petit à petit, à défaut de vraiment régler les butins, nous rendons compte un combat continuel pour chaque fois pour mettre en place un protocole d'accord, goumer pour appliquer, signer un accord encore pour application protocole d'accord. Nous avons dit que nous commençons à vraiment ras-le-bol dans une situation concernant la commune dans la mesure que chaque fois, il faut effectivement que vous mettez
mettre des accords aussi des accords et finalement sans pour qu'on y tenait aboutissant à ces dispositions-là. Ça. Et c'est comme ça justement que le 22 mai 2015, il y a toute une série de BAP qui a fait au niveau de la caisse des écoles à Capester. Et à l'époque, ça a été faut que nous étions pendant au moins là aussi un mois grève et que nous voyons des difficultés pour permettre à ce que nous discuter, négocier avec la commune de Capester dans la mesure qu'il a fait exactement ce qu'il a fait à présent. Il a fait tous les 15 jours, tous les 10 jours après pour ça négocier, pour faire traîner une situation. Et c'est comme ça que le 10 mai 2016, il convoquait nous à nos négociations parce que nous avons appelé que nous fait au moins pratiquement près de 10 rencontres depuis le 1er décembre 2015 pour permettre à ce que l'accord là, à nos premiers temps qui était concerné passage à les agents qui étaient à des 22h, à 16h à nos premiers temps pour venir à 22h, qu'il faut demander qu'on parle de la question là, ça, mais te mettre en place une commission pour permettre effectivement dans le cadre de ça, permettre les gens qui étaient à 22h là, ça, atteindre 28h pour se les capables à la retraite au cas si un cadre il va aller effectuer et passer à 35 heures. Et bien malheureusement, il n'a pas fait rien à niveau là ça. Et nous interpellons en juin 2015 pour mettre en place un projet de service là. Il ne pas répondre. Nous réinterpellons en septembre 2015 pour même disposition là. Nous pas ni bonne réponse. Et quand nous rendons compte, M. Beaujeune qui a payé une société qui a sorti en France, plus de 37 000 € pour mettre en place l'audit en date à aujourd'hui, il a prendre nous hier soir, il a prendre nous qu'il n'y a rien dans le dispositif là, qui mettre en place ça. D'autres qui 17 postes qu'il a prévoir pour prendre en compte ces revendications que nous signé, accord que nous signé pour le 1er janvier 2016, puis tu prends en compte la situation personnelle. Nous rappelons que le protocole là, et cahier de revendication a 13 points à donner. Dans les 13 points, nous payons numérer tout parce que nous ne pas venir spécialement pour ça là. Mais les points essentiels pour nous, ça veut bien comprendre, on est en situation en matière de carrière que M. Beaujeune a une liste noire 49 personnes qui ont des paiements pour nous Capester. Il y a un système dit. 49 personnes qui ont une liste. Nous ne pas recenser toutes. Nous avons venu hier soir avec le médiateur là pour nous discuter avec parce que nous avons appelé M. Calix, c'est le médiateur dans les conflits à Capester. Responsable des ressources humaines qui a dit nous que de 2002 à 2005 là, mais la proposé qu'a fait un avancement pour un seul agent qui a proposé un avancement à les déshabits que la CAP émette et il y a où il a adressé nous pour permettre effectivement de nous c'est ça il a dit nous que en les où il y a pas jamais recevoir ni un avancement de garde ni avancement d'échelon et parmi ces gens ça ni 6 policiers parmi les 49 moun là ça. Bon alors, qui j'en ai analysé cette situation-là parce qu'en fait, normalement, quand il y a des négociations qui prévoient régulièrement en collectivité, assez avancement, mon assez problème qui a posé, pour qu'il y ait des blocages à ça. Mais c'est beau, j'ai dans l'esprit de couillonner mon. Et là, on a dit couillonner mon, car couillonner ce conseil municipal à tel point qu'il y a des budgets concernant déjà dans le premier temps l'assurance à l'évoitique qui est là. Budget là, ça a été à 600 000 € en 2015. 600 000 € en 2015 en assurance, il y a 0 € en 2016. Donc, nous avons posé la question assurance à personnel là, assurance à les élus, assurance à la voiture, avec qui pays. Ou non, deuxième élément qui est fondamental, il votait 1800 € pour formation pour l'année là, pour formation à les élus. Ça a fait à peu près de 4,61 € par élu par mois. Donc, qui j'en veux permettre à ce qu'on élu comprendre l'aspect, la chose de la fonction publique, de comprendre le budget, c'est normal qu'effectivement, quelqu'un mette des élus, vous savez, qui dit oui, élevé même pour tout le butin. Et puis grave encore, c'est qu'on a des élus parmi les 49 personnes là, ici on a adjoint, frère ici, parmi ces policiers là, il y a la même situation qui ensemble à sergent là ça. Ou non deuxième que madame c'est conseiller à M. Beaujeune. Marie à madame là qui a trouvé responsable en service et elle a dit ça. Alors imaginez s'il n'a pas aimé pop élu, est-ce qu'il a aimé travailler à la commune Capester? Est-ce qu'il a aimé la population? Et nous avons dit qu'il y a dans la configuration là qu'on l'habite, c'est parce que nous avons dit que l'objectif à M. Beaujeune, il y aura du conseil au niveau mani parce qu'on croit qu'on cochon, qu'on mettre dans trône, qu'on mettre couronne, qu'on mettre ça, qu'on mettre rouge à lèvres bail, et puis pendant 100 ans, à partir du moment qu'on mettait en terre au cochon, celle de visage des bourretés. C'est celle de vis qui est ici. Donc nous avons dit qu'en la configuration à ça, nous avons fait une analyse, le service technique, ou non cimetière véhicule là. Et à dans ce cimetière véhicule là, il y a plus qu'une vingtaine de véhicules qui hors d'usage. Et
monsieur Bojan mettait qu'à faire location de véhicule à 1500 € par véhicule. 1500 € par véhicule de location, assurance ça qui n'est pas prévu dans le budget là. Force la commune qui a payé, ou avoir là à société de location, c'est la commune qui a payé. Et puis mauvais bitan encore, c'est que l'entretien là, c'est la commune qui est en charge. Donc ça veut dire qu'on a adjoint qui brille en 4x4 pendant toute période là. Et bien, comme c'est Bojan fait, il y a un 4x4 bail, puis ça permet qu'il monte et descende au niveau de la commune Capeste. Si c'est pour ça peut expliquer Magouille qu'il y a fait dans la commune, tout simplement, c'est parce qu'il faut faire économie à le personnel là, puis observer gonfler poche à eux, puis faire affaire à eux. Et bien, nous avons dit que ça faut s'arrêter. En TV, juste on appelle. Parce que nous avons un livre qui sorti, puis il y a d'État à Philippe Pasco, mais c'est Bojan premier parmi les élus qui a trafiqué. Il premier par le ministère ça et nous avons dit que nous avons posé la question pourquoi après 3 mois qu'on sorti la jole qu'il a déposé dans la mairie pour continuer à faire même bitin. Il faut que cette bitin s'arrête. Il faut s'arrêter une fois pour une fois. Alors du point de vue des négociations là, parce que faut sortir d'un conflit là, ça faut nous monde qui gagner enfin les travailler faut avancer qui en sont pas vrai de quoi sortir de ça non c'est vrai que nous faisons le choix de nous être obligés d'entrer en grève. Pourquoi? Parce que camarade l'a dit plusieurs fois nous négocier et pas qu'à sortir si sinon c'est signé re-signé et même je là effectivement qu'à fond un mois grève nous avons fait des rendez-vous de négociation avec Joël Bourgeon il pas de cavine après nous fait le choix nous dit bon il faut nous médiateur entre médiateur là j'ai rencontré nous et j'ai rencontré autorité à Capeste j'ai rencontré nous aussi ensemble et après-midi là négociation qui commencé puisque nous un mois grève faut la négociation commencer faut rentrer dans les dossiers puisque c'est pas des nouvelles négociations c'est des engagements qui déjà pas respectés c'est le bien qui a signé qui pas respecté et c'est vraiment dommage il faut nous rentrer nous déjà là pour peut-être demander à appliquer ça y engagé ça y engagé et pas respecté donc à niveau là ça pas de problème donc on va penser après-midi là sereinement la négociation qui est ouverte et certainement avec mes médiateurs là nous avancer si les 13 points que camarade l'a dit parce qu'en plus de ça bon mais entendre dit nous l'école qui ça pas rien à voir mais nous l'école aussi qui bloque Capeste aussi autres là on a l'impression quand même là regarder commune là ça nous loup bien qui pas marcher dans commune là on va même pas rentrer dans problème de l'eau là parce que là aussi il y a un problème à Capeste. Oui, mais commune Capeste, il y a des gangolés, peut-être il y a l'image de l'autorité politique aussi, moi c'est ça. Mais en tout cas, effectivement, Capeste, on peut même aller plus loin. Capeste aussi, nous montée de violence, nous la Guadeloupe. Ah oui. Et c'est vraiment dommage, là c'est Capeste, mais nous avons une incompréhension systématique en commune là. C'est vrai régulièrement, les travailleurs, quand les vigoules roulent, les parents d'élèves, ni problème. On a de l'eau aussi. De l'eau, ni problème. Enfin, son série de problèmes qui a tombé en commune là ça. Maintenant nous avons fait revendication, nous pas dans politique politicienne. Maintenant la population Capeste faut qu'il y ait une décision à le moment venu quoi. Choisi mais ayo donc c'est ayo vrai. Alors ni en tout cas quand vous sorti c'est un groupe politique à l'opposition à monsieur Bojan qui sorti, il dit on veut pas politiser bien là, il commande tout le monde venir trouver à l'entour table et peut-être pour négocier. Alors question là poser ou disons on ne veut pas rentrer dans la question politique, mais qui rôle l'opposition qui a joué dans Bablassa? Est-ce que vous avez senti qu'il y a appuyé les autres, ça montre que vous avez souhaité que tout le monde abouti, ou bien est-ce que tout le monde est dans le même bateau là? Alors ça nous avons dit dans le premier temps, nous interpeller les élus, nous mettons toutes pour nous demander est-ce qu'il faut faire preuve de responsabilité ou d'irresponsabilité, parce que nous énumérer effectivement les élus à l'opposition parce que nous mettons tout en train là pour nous dire comme ça quand il y a pensé faire véritablement pour permettre à ce que la situation est réglée. Nous-mêmes informer que c'est eux qui bat mais là mandat si mais là savent qu'il n'est pas capable à gérer choisir un parmi eux pour savoir gérer ça pas problème nous question politique à monde mais ça qui nous va être lamentable et dans le track que M. Bojan fait il a dit il verse 800 000 € pour régler le problème à 22 heures là que libre en délibération on a arrêté que lui signer demander faire application ça qui est dommage et regrettable. Nous avons posé la question comment se fait-il quand on a versé 4 millions en 2015 pour la caisse des écoles plus ces 800 € là et aujourd'hui 800 000 € qui ont versé en complément Jordan la budget à la caisse des écoles à 3 millions 300 000 €.
faut essayer d'expliquer ça parce que si effectivement que jour là ou tenions une somme qui était importante pour augmenter de 100 personnes, comment se fait-il en 2016 montant là ça réduit, sachant qu'on pas tenu rappel à faire pour d'autres de septembre à décembre 2014 ou pas tenir plus. Les élus effectivement il faut poser la question parce que si effectivement l'opposition réagit, mais nous fait pour faire tout le monde réagir, nous pas choisir spécialement l'opposition parce que nous à l'opposition mais nous à les élus jusqu'à présent pour d'autres monde pour réagir, d'autres qui nous avons dit ben merci. Si au moyen de bouger, merci. Parce qu'on est quand même des anciens vice-premiers adjoints à M. Ramassami, un côté, on est Ramdi de l'autre côté, tous ces menaces, d'après ça, on comprend, à Capester, il n'y a pas l'arrêt là, M. Bojan encore. Alors, est-ce qu'il y a appuyer les autres ou pas? À Capester, tout le monde aime tout le monde. Ça veut dire que alors, Jean-Philippe Poutois, Kafa Alliance avec Bojan, tantôt, Jean-Philippe Ramassami, Kafa Alliance avec Ramdini, tantôt, c'est nous aimer nous, c'est l'amour qui nous Capester, nous tout aimons nous, ça veut dire pas ni opposition, pas ni parti, nous tout aimons nous. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, la forme, on a affiché clairement. Ça veut dire que nous ne pas en position ni X ni Y parce que l'objectif à nous c'est de défendre l'intérêt à travailler. Ça veut dire que si nous avons fait ça là, Joël Bojan a vanté parce qu'il n'a pas reproché nous ça. Il reproche nous tout simplement que nous avons dit la vérité. Mais il ne reproche nous pour dire que c'est l'opposition qui a mené grève à nous. D'habitude, nous avons dit de faire, qui a dit plusieurs fois. Mais pour une fois, nous n'avons pas dit. Mais nous avons dit que s'il n'a pas dit effectivement qu'on reconnaît légitimité à la revendication, nous, et c'est par simple preuve de l'acheter qu'il y a battu derrière. Ça veut dire qu'ils savent que pertinemment qu'il n'y a pas ni organisation ni commune Capester, ou pas ni une véritable direction, à tel point que si effectivement que la direction est en compétence, ou pas payer une société dehors, pour TPSAP aujourd'hui, je viens mettre en place un audit bar et partir avec 37 000 euros à impôt à la population Capester, et nous avons posé la question aussi en l'air 1 million là qui disparaît là. Au là parce que si vous regardez aujourd'hui là, nous avons augmenté de 28 à 35 et l'argent là, ça veut dire que vous êtes censé les 4 millions là, plus 800 000 euros là, qui ont versé là, il y a en moyenne, ça a été près de 500 millions, et 5 millions là, ça, si vous avez posé problème en matière de revendication, vous avez dit la population qui a augmenté, tout simplement pour mettre 6 millions là. Mais aujourd'hui là, au lieu à 5 millions, ou à 3 millions, et toujours est-il la revendication qu'on nous explique en lettre à nous, que si il était fait bien calcul là, il était vrai qu'il pas a payé 800 000 euros, mais uniquement près de 300 000 euros à peu près. D'accord. Donc, en vrai, c'est une situation qui est particulièrement compliquée. Alors, Favou, Nestor, il sur Radio Favel, en radio comme ça, après-midi, il y a une négociation. Vous espérez réellement que vous aboutit là? Chaque fois que nous abordons une négociation, la volonté d'aboutir, ça a exprimé dans nous toutes, délégation là. Et c'est vrai que chaque monde de côté a eu certainement qu'il y a un effort à faire, mais seulement il faut nous déjà commencer la négociation et pas autant de là nous que vous avancer. Mais l'objectif en nous, c'est vrai que nous mois grève, c'est objectif en nous, c'est déjà commencé, et à partir du moment où on commence, bon, on va penser après nous avancer pour voir si nous avons fait. Mais ça veut dire que les députés ont pu laguer? Non, nous ne pouvons pas dire nous que laguer des députés, puisque pourquoi? Ni un protocole qui j'ai signé depuis longtemps, ni des engagements que j'apprends qui ne sont pas appliqués. Donc maintenant, le premier c'est demandé d'appliquer ça qui j'ai signé. Oui, mais c'est tout à fait normal, puisque nous faisons notre protocole sur moins ça qui j'apprends depuis 2015, le 12 mai 2015, c'est au moins appliqué. Et après, nous pouvons avancer sur les autres points. D'accord. Dernier point, ça c'est assis pour mettre l'eau là. C'est même tactique là pour de l'eau là, négociation à samedi là. De là, déjà, il faut l'ensemble des signatures répondre présent déjà. Et après, nous qui abordons la négociation, nous avons une plateforme de revendication. Nous avons aussi pareil, puisque toute grève nous avons fait en Guadeloupe, c'est même, il y a débouché, c'est même bitin là. Au SIAC, c'est pareil. Nous avons un protocole d'accord que nous signons le 3 mars 2016, mais rien pour appliquer là-dedans. Alors, nous sommes obligés de demander à appliquer aussi. Alors, dernière question que posée, puisque vous savez que allez là, ça moun qui regarde des télévisions là, et question qu'on pose est-ce qu'il y a eu de l'eau, est-ce qu'il y a eu de l'eau, service minimum là, ils mettent en place là, qui j'ai qu'à y fonctionner. Service minimum là, il reste un service minimum. C'est-à-dire? Il reste un service minimum. Oui. Parce que même avant
même les partenaires service minimum, et même les nous partenaires en grève en Guadeloupe, pas jamais de l'eau. Déjà un problème. Oui, toujours un problème. Donc, il ne faut pas non plus que nous penser, à partir depuis hier soir, le fait que nous engageons en service minimum, que 400 000 habitants, tout foyer Guadeloupe qui est servi. Oui. Puisque en temps normal, nous demandons une semaine plus de 24 heures en tout cas sans de l'eau. Ouais. Alors, c'est vrai que les communes donc, qui rattachées à SIAG, qui gèrent peut-être depuis 24 heures pas de l'eau, certainement il y a alimenté. Mais nous ne pouvons pas dire plus bien que c'est un service minimum là, parce que même en temps normal, nous avons un service minimum. Alors, nous avons TV comprendre que le monde qui a gardé nos TV comprendre aussi, pour que les préfets l'ont dit, pour arrêter, pour imposer une réquisition, non, réquisition à préfet là, nous considérons comme mépris. Ouais. Pourquoi? Parce que le préfet là, nous avons un représentant là. Et si nous considérons qu'il vient là en tant qu'observateur, il ne peut pas engager rien pour la préfecture. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Et on sait là, il parle, ça a 4 mois, il recevront communiqué à réquisition préfet là. Et le préfet là, à deux réquisitions, il a bien précisé les agents grévistes. Ouais. Les agents grévistes qui ont réquisitionné pour accompagner les autres agents de général des eaux. On ne peut pas accepter un tel mépris comme ça. Ouais. On ne peut pas accepter, puisque le préfet là, pour les gens entrer en dossier là, représentant pour les gens entrer en dossier là pour ça. Quand nous devons ensemble, parce que les élus là, qui vont mettre en place pour faire les signateurs venir, mais ils devons celles qui ont estimé qu'ils peuvent imposer, parce que c'est Timoun qui est dans la salle là, c'est papa blanc, et Timoun est dans la salle là, donc ils décident qu'ils font une réquisition. Alors nous disons non, et nous démontrer qu'elle travaillait à SIAG, il y a assez de compétences, et volonté pour eux-mêmes mettre en place en service minimum, et service minimum là est en place et qui a fonctionné. Dernier bulletin, si samedi négociation n'a pas allé, les signataires qu'on va dire pas là, qu'est-ce qu'il a fait? Nous allons attendre samedi. Après. Non, mais nous allons attendre samedi. Bon, ben, quand ils ont, merci David Azot, monsieur Saint-Hilaire, nous allons attendre voir qui j'ai une négociation, parce qu'en fait, les deux négociations là, il y en a après-midi là, Capester, médiateur là, et il y en a samedi, quand on va dire aussi que la Guadeloupe est capable de non fil, et nous allons attendre et voir qui j'ai un bien qui déroule. Merci David Azot, et puis pour les gens qui écoutent, je sais un petit peu plus à Capester et à Manola. Voilà, 12h58 minutes, gestion le temps de développer au moins le premier titre de l'information. Et oui, Danick, on va rester justement sur le sujet de l'eau. Donc, le mouvement de grève entamé depuis lundi et par les agents du SIAG pèse sur de nombreuses familles et sur l'activité économique de la Guadeloupe. Nous avons souhaité recueillir vos témoignages sur ce conflit social. Tout de suite, le micro-trottoir de Ludwig Benito. Le mouvement, je ne connais pas trop leur intérêt. Tout ce que j'aimerais, c'est qu'ils soient un petit peu plus corrects vis-à-vis de la civilisation et qu'ils préviennent les gens, quoi. Quand vous avez des familles, quand vous sortez du travail, c'est un petit peu embêtant, largement embêtant. Juste un petit manque de civisme, moi, qui préviennent les gens. Voilà, ça serait au moins sympathique, on va dire. Le mouvement grève, ça, c'est bon. C'est comme ça fonctionne. Pour le groupe d'eau, il faudrait faire quelque chose, hein, parce que hier, j'avais pas d'eau pendant 2 jours. Hein, c'est arrivé hier vers 15h à peu près, hein, à Bimaro. Hein. Il faudrait voir les politiciens pour ça. Hein. C'est pas normal du tout. Surtout quand on a les enfants qui vont à l'école. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. Hein. Je pense que le mouvement est légitime et que trop longtemps que ça dure. C'est le premier problème à résoudre en Guadeloupe avec le transport. C'est le gros problème. Et la politique doit prioriser ce fléau, quoi, pour moi. Je compatis avec les gens qui ont des problèmes, quoi, parce que je pense que tout le monde a de l'eau le matin pour se laver. Ils peuvent faire la grève, mais l'eau, on n'a pas coupé l'eau parce que l'eau c'est la vie. S'il n'y a pas d'eau, on ne peut rien faire. Hein? C'est ça. Il faut les élus locaux, les dirigeants trouvent une solution. On ne doit pas couper de l'eau. Il y a plusieurs établissements à Capester qui sont fermés. Ce matin, j'ai amené ma fille à l'école. Quand ils sont arrivés, l'école était fermée. À cause, il n'y a pas de l'eau. Je trouve que c'est pas normal parce que nous sommes prises dans un engrenage. Je comprends leur mouvement, hein, mais quand même, c'est pas normal qu'ils décident de notre vie. On n'a pas d'eau, on n'a rien. Les personnes qui ont des enfants, les personnes âgées, ils s'en fichent. Ils ne pensent même pas aux conséquences.
Et on rappelle qu'un véritable service minimum de l'eau a normalement été mis en place ce matin suite à l'accord survenu cette nuit entre la présidence du SIAG et les organisations syndicales. Les communes restées sans eau depuis 72 heures devraient voir le retour de l'eau. Toutefois, on rappelle que certaines communes proposent des points de distribution d'eau d'origine agricole. Faites attention, cette eau peut être utilisée pour les usages sanitaires et d'hygiène, mais en aucun cas pour laver ses dents, cuisiner ou boire. Voilà, il est 13h01, on se retrouve juste après la pub pour la suite du ZCL. Voilà, il est 13h07 dans le ZCL de ce jeudi 2 juin. Avant même de continuer sur l'information, je vous rappelle qu'on reçoit tout de suite Dr Marie-Laure Lalane-Misri pour parler de l'obésité. Mais avant, je vous rappelle le jeu concours qui a commencé depuis quelques jours maintenant, qui vous permettra de gagner une croisière. C'est ça, Jessie? Oui, une croisière, des billets d'avion pour Paris. Pour Paris ou Miami, des smartphones aussi, oui. et plein d'autres cadeaux. Plein d'autres cadeaux. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut répondre chaque jour à la question qui vous est posée sur notre Facebook, le Facebook du ZCL. Voilà, c'est tout à fait simple. Voilà, bien, on va tout de suite faire un petit rappel des titres, Jessie, et tout de suite après, on reçoit le docteur Marie-Laure Lalane-Misri. Alors, je vais passer tout de suite, avant, je vais parler de la journée mondiale des parents. Oui, allez-y. Voilà, parce que c'était hier. Et donc, pour cette journée qui est organisée depuis 2012 par l'Organisation des Nations Unies, cette journée donc, a été lancée pour rendre hommage au dévouement donc, des parents et leur sacrifice pour assurer l'avenir de leurs enfants. À cette occasion, le Conseil guadeloupéen de la parentalité proposait un débat sur le thème « Être un parent aujourd'hui ». C'était hier au centre commercial de Destreland à Bémao. Reportage Nicolas Hachi. Existant depuis 2000 et la parentalité au fur et à mesure a retenu toute notre attention puisqu'elle fait l'objet du premier article de la Charte des femmes de Guadeloupe. Effectivement, c'est la première fois qu'on organise cette journée mondiale des parents en Guadeloupe et on s'est dit qu'on a remarqué depuis quelques années, il y a eu beaucoup de changements au niveau des schémas parentaux. Les parents, la famille a été modifiée, mais on s'est posé la question, comment la fonction éducative, les parents font leur fonction éducative, comment ils fonctionnent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font dans leur quotidien et on s'est dit pourquoi ne pas faire un débat autour de cette thématique. Alors effectivement, on a décidé que dans ce débat on parlerait de choses bien précises comme la monoparentalité, du couple parental qui est différent du couple, donc comment exercer sa fonction parentale quand on est séparé. On va parler de plein de petites choses et il y aura aussi une petite fresque et une prestation artistique et suite à ce débat, on va mettre en place des ateliers et on va mettre en place des groupes de parole qu'on continuera à faire. Je ne dirais pas que c'est une problématique, mais je pense que les parents certainement ont des besoins qu'ils n'expriment pas, qui n'ont pas l'occasion d'exprimer et on n'a pas l'occasion de les écouter. C'est la raison pour laquelle on a mis en place cette journée mondiale des parents. Comme je l'ai dit, aujourd'hui il y a des difficultés, il y a eu des changements environnementaux, des changements économiques, des changements sociaux auxquels l'individu n'a pas pu s'adapter, des changements qui ont été trop rapides et pour lesquels on était obligé de perdre certaines choses et donc aujourd'hui on cherche un peu, on cherche quelques repères et on se demande justement comment faire pour éduquer nos enfants. On fait des groupes de parole régulièrement aux abîmes. On a également dans notre siège, on a également un centre de formation pour les professionnels et pour les parents. On a des ateliers qu'on fait pour les parents, pour que les parents puissent apprendre à communiquer leur sexualité avec leurs enfants, apprendre à s'adapter à tout ce qui est nouvelles technologies, WhatsApp, Snapchat, des choses comme ça, qui justement qui répondent aux besoins des parents. Nous sommes responsables de la parentalité, c'est-à-dire que nous essayons du moins de renouer le lien qu'il y a entre les parents et les enfants. Nous nous occupons de jeunes, mais ces jeunes ont des enfants et nous essayons de créer le lien, de leur faire retrouver le lien, de leur faire prendre conscience aussi qu'ils sont parents et aussi de renouer un lien qui n'est pas très évident, c'est celui des pères et des enfants. Donc nous faisons des manifestations en ce sens. C'est-à-dire que bien souvent il y a des pères qui ne peuvent pas voir leurs enfants, nous intervenons de manière à ce qu'ils puissent renouer le lien avec ceux-ci. Donc
Donc le but de notre association, c'est ça aussi, c'est surtout la famille de manière à ce qu'ils soient soudés et qu'ils prennent conscience surtout qu'ils sont parents et que c'est un rôle important. C'est un projet guadeloupéen. L'objet ce soir, justement, c'est que les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes s'approprient la démarche et que nous nous occupions, avec la participation des parents, de travailler sur les problématiques parentales. Voilà, il est 13h12 comme prévu. On va recevoir le docteur Marie-Lalane Mirchi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes endocrinologue, vous occupez beaucoup d'obésité, vous êtes aussi professeur à l'UA, l'Université Antilles, et vous travaillez au CHU. Alors, la question toute simple qu'on vous pose, qu'on reçoit une endocrinologue, pardon. Question toute simple, savoir pourquoi l'obésité se développe avec une telle rapidité en Guadeloupe. En 20 ans, on a l'impression que le nombre d'obèses femmes et hommes a pratiquement quadruplé ici. Alors, avant de spécifier pour la Guadeloupe et de répondre exactement à votre question, il est notable et mondial que ce surpoids et cette obésité se développent partout dans le monde. Oui, c'est pas spécifique à la Guadeloupe. Non, c'est pas spécifique. C'est une épidémie qui est mondiale et on parle même d'épidémie non infectieuse. Là, on parlait du Zika il n'y a pas longtemps. Là, c'est une épidémie non infectieuse de surpoids et d'obésité. L'Agence régionale de santé de la Guadeloupe a rappelé il y a quelques années qu'un Guadeloupéen sur 2 est déjà en surpoids ou obèse. Et tout à l'heure, vous me parliez du cas des femmes. Oui. Effectivement, elles sont particulièrement... C'est plus visible parce qu'en fait, ce qu'on voit aussi, c'est l'obésité abdominale. Oui. C'est-à-dire qu'on a une première définition de l'obésité qui se fait avec un calcul tout simple. Quand on veut savoir si oui ou non on est en surpoids ou obèse, on se pèse. On peut aller à la pharmacie du coin si on n'a pas de balance. On se fait mesurer. Si on n'a rien pour se faire mesurer, on prend la carte d'identité et on va calculer le poids, voilà, sur la taille au carré. Oui. Voilà. Et si on a un chiffre qui dépasse, à partir de 25, on est en surpoids, à partir de 30, démarre l'obésité. Voilà, ce sont les deux repères. Vous dites 25 au-delà du poids normal. C'est-à-dire le poids normal, c'est entre 18,5 pour l'indice de masse corporelle, la corpulence normale, oui. Entre 18,5 au-dessus, jusqu'à 24,9 oui. kg par mètre carré. Voilà. À partir du chiffre 25, le chiffre 25 définit le surpoids jusqu'à 29,99. Alors le surpoids, c'est la porte ouverte vers l'obésité ou c'est un état permanent ? Pour certains, c'est un état permanent. Pour d'autres, le poids n'est pas stable et ils vont continuer jusqu'à l'obésité avec une corpulence donc qui va monter à partir de 30 et puis continuer avec plusieurs degrés. Obésité degré 1, 2, 3 et jusqu'à arriver à ce qu'on appelle l'obésité morbide oui. Où là, on se trouve avec des chiffres qui démarrent à partir de 40 et plus et qui sont associés à des complications de cette obésité, dangereux même pour la vie de la personne. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en charge ça tout. Après, vous m'avez interpellé donc sur la situation des femmes et sur l'obésité abdominale. Il y a une deuxième définition. Cette deuxième définition se fait avec la mesure on prend juste le centimètre des couturières et on va prendre ce qu'on appelle le tour de taille. Le tour de taille, c'est pas tout à fait celui qui passe par le nombril, c'est pas celui de la taille pour découper les vêtements, mais c'est une mesure où on va passer entre deux points. Je me lève pour vous montrer. Oui, montre un peu, oui. Voilà. Ouais, donc je me lève pour rester dans l'axe oui. Pour vous. Donc vous avez ici, si je me mets de profil pour que tout le monde le voit, vous voyez, si je mets ma main à ma taille, j'ai un repère osseux. Oui. Et puis si je regarde là le bord inférieur de mes côtes, j'ai un deuxième repère osseux. Et bien sur ma ligne là, mes axillaires, le point entre les deux, ça va être le premier point
qui va servir de repère pour faire passer le centimètre. Et le deuxième point est la même chose de l'autre côté. Oui. C'est ça qu'on appelle le tour de taille. Ce tour de taille, lorsqu'il dépasse 88 cm chez la femme et 102 cm chez l'homme, on parle de définition d'obésité. Je vous ai choisi des repères qui correspondent à des repères utilisés pour la population américaine, dont notre population se trouve quand même relativement proche. Alors tout le monde n'est pas touché de la même façon. Vous avez vu que dans les régions de métropole, la région qui nous correspond à nous aussi beaucoup, c'est la région du nord de la France, où on a des obésités et des surpoids comme ici, et où on a une alimentation aussi bien grasse en ce qui les concerne, et nous, bien grasse et bien sucrée. Alors, quand vous dites que c'est une épidémie pratiquement mondiale, ça signifie, bon, et bien évidemment, que la Guadeloupe n'est pas particulièrement touchée, mais elle est aussi touchée que n'importe où. Ça veut dire que sur le plan international, aujourd'hui, c'est la qualité de l'alimentation qui a beaucoup muté, et aussi le fait que les gens se sont de moins en moins font de moins en moins d'efforts physiques. C'est ça qui cause. Alors, il y a de ça, c'est-à-dire la Guadeloupe est touchée comme les autres pays dans le sens où elle est affectée, mais par contre elle a une prévalence, c'est-à-dire un nombre de personnes concernées qui est beaucoup plus important que d'autres régions de métropole. On a des chiffres qui sont vraiment conséquents, avec pour la Guadeloupe 31,7% chez les adultes de personnes juste en surpoids, et avec 22,9% de personnes obèses. Oui. Donc la Martinique est à 33,6% de personnes en surpoids, autour de 29 comme nous pour les personnes obèses, un peu moins. Et la Guyane est à 30,3% avec 17,9% de personnes obèses. Vous voyez, on est plus fin en Guyane qu'on ne l'est en Martinique, et effectivement, nous, on a une prépondérance importante, avec une grosse différence entre l'homme guadeloupéen et la femme guadeloupéenne. Et l'homme, au niveau de cette obésité dont je vous parlais là tout à l'heure, que je vous ai montré abdominale, se trouve lui à 14,9% voilà, pour le surpoids, et les femmes sont à 48,1% concernées. Donc vous voyez, entre presque 15% chez l'homme et 48% chez la femme. Oui. Il y a un écart qui est conséquent et qui est vraiment conséquent. Alors, on a des hypothèses pour expliquer cet écart. Souvent, des hypothèses sur les femmes qui, au moment des grossesses, ont du mal à reperdre leur poids, et si effectivement elles vont enchaîner plusieurs grossesses sans avoir tout reperdu, vont se trouver petit à petit à garder un reliquat qui s'ajoute avec les années, et on a beaucoup plus de grossesses par rapport à d'autres régions pour une femme. Donc ça, c'est une des explications, mais c'est pas la totalité des explications. On a aussi une alimentation, vous le savez, qui est plus grasse. Très grasse et très sucrée. Sucrée, bien salée. Oui. Donc c'est un cocktail qui, chez quelqu'un d'hyper sportif et qui dépenserait énormément par activité physique, ceux qui l'ingèrent pourrait être en partie évacuée, sauf que la population reste trop sédentaire aujourd'hui. Oui. Malgré le développement des parcours sportifs, qui est une excellente chose, il faut vraiment que chacun se dise, voilà, qu'est-ce que je veux pour moi ? Qu'est-ce que je vais faire pour ma santé ? Vous parliez des parents. En tant que bon parent que je veux devenir, comment je m'occupe de mes enfants ? Quel exemple je leur montre ? Est-ce que je vais marcher avec eux ? Est-ce que je les amène dehors ? Ou est-ce que je les laisse devant la télévision ? Justement, ça allait avec il y a quelques semaines, il y a eu la journée européenne de l'obésité qui s'est organisée justement sous le thème « Vous avez tout en vous pour prendre en main votre santé ». C'était une manière de dire que j'ai envie de dire, la première arme pour combattre l'obésité, c'est la volonté. Il ne faut pas, avec ce que vous venez de dire, imaginer que les personnes obèses ne sont pas des personnes volontaires par rapport à d'autres. Mais il y a des moments dans sa vie où on s'est fait piéger, où
on a réagi face à des stress par une suralimentation sans forcément dépenser ça. Et puis petit à petit, on est tombé dans un engrenage dont on n'arrive pas à sortir. Et vous parliez de cette journée de l'obésité au CHU de Pointe-à-Pitre, donc on a aussi développé et mis en place des ateliers qui étaient menés par les diététiciennes du service de diététique, par moi-même aussi au niveau de conférences avec le docteur Boulanger, puisque nous coordonnons le centre spécialisé de l'obésité qui est basé au CHU et où nous aidons des personnes qui ont une obésité morbide et plus, avec des conséquences délétères sur leur santé, à rentrer dans ce parcours du patient qui amène à la chirurgie de l'obésité, puisque nous avons des chirurgiens sur l'île, à la fois au CHU et aux Eaux Claires, donc docteur Boulanger et Avendano, qui s'occupent des patients et les opèrent. Vous voulez dire que aujourd'hui l'obésité ne se soigne pas plus seulement, ne se soigne plus avec de l'activité physique ou un changement de l'alimentation, mais par des opérations chirurgicales. Alors, j'ai surtout pas dit ça. Ah bon, je pose la question. Non, j'ai surtout pas dit ça. J'ai juste dit que passer un certain degré d'obésité, imaginez que vous ayez vos deux jambes dont vous ne pouvez plus vous servir tellement votre corps est lourd et que le moindre effort vous essouffle. Vous avez laissé passer le moment où vous pouviez tout avoir en main pour prendre en charge votre santé, pour le faire tout seul. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il faut l'enlever, bien au contraire, il faut pouvoir récupérer ses muscles et ça c'est très important. L'activité physique, elle est gage de bonne santé. Voilà. Et ça, pour équilibrer son poids, pour maîtriser les envies de manger n'importe quoi, l'activité physique permet de réguler son appétit. C'est un régulateur. Et ça permet aussi d'évacuer les excès quand on en fait régulièrement, bien sûr. Un grand sportif qui va être blessé, qui va arrêter son activité physique, va prendre du poids si il ne contrôle pas au niveau alimentation les choses, mais toutefois, il prendra aussi du poids. Dernière chose, je nous remarque, est-ce que l'ARS fait suffisamment ? L'ARS fait tout ce qu'elle peut. On aimerait avoir beaucoup plus de moyens au niveau du CHU pour pouvoir aider davantage les personnes, offrir davantage de consultations et davantage de médecins pour les consultations obésité, où nous apprenons et nous revoyons l'équilibre alimentaire, c'est la base. Et beaucoup de personnes, énormément de personnes arrivent à retrouver une corpulence satisfaisante, bonne pour leur santé, avec l'activité physique qu'on leur montre en consultation et où on leur montre les exercices, etc. Et avec la prise en charge diététique où on apprend l'équilibre alimentaire. Ça reste la base et celui qui se fait opérer et qui n'a pas mis ça en place, l'opération sera un échec. Tout à fait. Voilà. J'ai envie de dire, avant de conclure, qu'on a envie d'inciter les gens à venir plus en consultation, mais s'il n'y a pas suffisamment de médecins. Eh bien, il y a des diététiciennes qui sont là aussi. On s'étoffe au niveau de l'équipe petit à petit et on ne peut pas imaginer que l'Agence régionale de santé ou que nos directions restent sourds aux besoins des Guadeloupéens. C'est juste pas possible. Au maximum, on essaye de multiplier les outils. Il n'y a pas, ça ne sera jamais une seule personne qui arrivera à tout faire, mais un ensemble de personnes. Nous sommes parents ensemble. Nous montrons l'exemple. Nous sommes individuellement aussi garants de ce en quoi nous croyons si nous le pratiquons. D'accord. Voilà. Docteur, merci en tout cas d'être venu faire cette petite information. Et c'est jamais trop, puisqu'on sait très bien qu'on a vu pendant cet entretien que les Guadeloupéennes, surtout, et les Guadeloupéens sont encore très victimes de cette pathologie, on va l'appeler comme ça, cette épidémie. Merci en tout cas d'être venu. Avec grand plaisir. Il est 13h26. Ici, on va prendre une pause de pub et on se retrouve tout de suite après pour la suite du journal. 13h34 dans le ZCL de ce 2 juin 16. Tout de suite, un rappel des repères de l'information.
Et mobilisation à Pointe-à-Pitre, l'ensemble du personnel de la ville affilié au syndicat SCP La Pointe est en grève depuis ce matin. Ils réclament le respect des protocoles d'accord. Selon le syndicat, Pointe-à-Pitre est la seule ville à ne pas proposer de chèque déjeuner à leur personnel. Et le citrus greening frappe toujours. Cette maladie grave qui tue les agrumes oblige les élus et l'ensemble des acteurs du secteur de l'agriculture à trouver des solutions pour les producteurs. L'avancée des travaux a été présentée ce matin à Petit-Bourg sur le site du CIRAD. Et hier, c'était journée mondiale des parents. Un débat sur le thème Être parent aujourd'hui s'est déroulé hier au centre commercial d'Estreland de Bémao. Il est 13h35 et comme tous les jeudis, nous recevons aujourd'hui les maîtres Bernier et Calvaire. Bonjour. Bonjour. Et je vous pose donc la première question, si Danick, je peux. Donc on entend souvent parler, alors il y a des personnes qui nous disent qu'ils doivent payer des prestations compensatoires à leur ex-femme. Donc qu'est-ce que ça veut dire déjà la prestation compensatoire et quelle est la différence avec la pension alimentaire? Alors la prestation compensatoire, et j'en profite pour le dire, elle peut être versée aussi bien à l'ex-époux qu'à l'ex-épouse, parce qu'en réalité, lorsque le juge va attribuer à l'un ou l'autre une prestation compensatoire, ce qu'il va vérifier, c'est si le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. La prestation compensatoire, c'est donc en principe une somme en capital ou qui peut prendre la forme d'une rente et qui va permettre de rééquilibrer la disparité créée par le divorce. Alors, le juge prend en compte, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, de différents éléments. Par exemple, l'âge des ex-époux, la durée du mariage, le patrimoine de l'un et de l'autre, leur revenu. Il va tenir compte, par exemple, de ce qu'un père a pu sacrifier sa vie professionnelle pour élever ses enfants et que la femme, elle a monté une entreprise, elle a de forts revenus. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une disparité dans les conditions de vie et que cette disparité-là ait été créée par le divorce. Par exemple, vous avez un époux qui n'aura pas du tout travaillé et l'autre qui va avoir des revenus très confortables avec des biens immobiliers. Donc dans ce cas-là, effectivement, il pourra y avoir condamnation à verser une prestation compensatoire. Et le tribunal délimite dans le champ le montant exact? Oui, alors le montant de la prestation, elle peut, quel que soit le type de divorce, être fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, effectivement, c'est le juge qui va fixer en fonction des critères que je vous ai énumérés. Voilà. Alors, deuxième question très pratique. Que risque-t-on ou bien est-ce qu'on risque une sanction quand vous refusez de vous arrêter quand un gendarme ou un policier vous ordonne de le faire dans la rue ou en voiture? Alors là, on va voir un gendarme ou un policier dire arrêtez-vous, mettez-vous de côté, ou bien obéissez. Peu importe ce que vous pressez, peu importe ce que vous pas pressé, à partir du moment qu'un homme de loi dit arrêtez-vous monsieur, arrêtez-vous madame, arrêtez. Souvent, vous ne pas arrêter, vous avez un problème. La loi va prévoir pour ça 3 ans la geôle. 3 ans la geôle? 3 ans la geôle. Maintenant, quoi, risqué. Oui. 3 ans la geôle et un gros amende. Et non seulement la geôle et une amende, mais en plus, il y a des peines complémentaires. C'est-à-dire, en plus de la geôle là et des amendes là, il peut suspendre le permis pendant au maximum 3 ans. Et il peut aussi prendre point. Quoi, pas de point dans ça. 12 points, quoi, pas de point dans ça. Donc, on est pratiquement. On va laisser l'eau plus. Ça, c'est. Le gendarme, policier, c'est sur en voiture, sur à pied. Non, c'est sur un voiture. C'est sur un voiture, ça, en engin mécanique quelconque. C'est peut-être aussi à mobilette, c'est peut-être aussi à moto, scooter, c'est peut-être à mécanique. Ça doit être à moto. Est-ce que, enfin, ça n'a pas prédit là, mais on va poser quand même une question là. C'est même bien pour un contrôle d'identité. Par exemple, police qui a demandé au papier ou à pied, est-ce que vous pouvez refuser? En principe, non. Oui.
En principe, non. Mais on pense qu'on a posé moins encore, parce qu'en passant, c'est pas encore, c'est une sanction. Ouais. En passant, sinon, sanction, souvent, où là, et n'importe quel côté en ville là, ou en campagne, en dehors, un policier comme moi, monsieur, vos papiers, est-ce que, bon, sous pas bailli, est-ce qu'elles sont en délit, ou quoi, est-ce comme sanction, éventuelle. Ouais. Et là, on va vérifier ça, mais quand on dit n'importe quel butin, on peut finir par répondre. Troisième question ici. Oui, est-ce qu'on risque une sanction si on conduit, qu'on a consommé de l'alcool, de la drogue aussi, alors qu'on n'a commis aucune infraction? Oui, c'est-à-dire que la loi va dire boire ou conduire. C'est-à-dire sous ouais, bon, on m'a fait un roman de butin. Il ne faut pas conduire. Bon. Mais quand on dit sous l'empire d'un état alcoolique, c'est-à-dire qu'on y a alcool à bord, on n'est pas obligé de tomber à terre, mais on y a alcool à bord. Bon. Mais souvent aussi, vous fumez drogue, fumez bon, on sait vous va dire, bon, donc on l'a tranquille, ou pas violer pour règle de code de la route, on va conduire, mais on fume bien, et on va arrêter, on va contrôler, et on va constater que vous fumez drogue, c'est un délit. C'est un délit, ni des ans l'âge là-dedans. C'est que ça va risquer. Ni aussi amende, exactement comme tout à l'heure là. Mais là encore, il y a pire raide. Nous dit tout à l'heure là que vous pouvez suspendre le permis, alors vrai, il y a une sommation d'arrêter ou pas arrêter. Mais là, non seulement, c'est là où tu conduit par exemple une voiture ou un scooter alors qu'on fume de drogue, non seulement il peut suspendre le permis là, mais il peut annuler. Annuler quand même. Annuler le permis là. Et bien, avec interdiction de repasser, si pas quantité là, si pas c'est tout dans la garde aussi. Donc, c'est des délits, si vous voulez, c'est des situations qui sont très courantes, qu'on peut penser qui est relativement banales, ou pas qu'on mette pour une infraction. Pourquoi on fume des bidets bon. Mais là, par rapport à ça, c'est un délit. Bien, dernière question. Quel type de divorce choisir si les époux veulent divorcer rapidement, puisqu'il semble que la loi soit en train d'évoluer? Alors, on l'a vu lors d'une précédente émission, il existe 4 types de divorce, donc c'est pas inutile en tous les cas de les rappeler. Le divorce pour faute, le divorce pour altération définitive des liens conjugaux, qui suppose que les époux soient séparés depuis 2 ans au moment de l'assignation au divorce, le divorce demandé par l'un des époux et accepté par l'autre, et enfin le divorce par consentement mutuel. À l'évidence, lorsque l'on veut divorcer rapidement, eh bien, c'est ce type de divorce-là qu'il faut choisir. Cela dit, il y a des conditions à remplir. En l'état, puisque vous l'avez dit, vous l'avez indiqué, il y a une réforme qui est en cours, qui est d'ailleurs très controversée, mais en l'état du droit, lorsque l'on veut divorcer par consentement mutuel, il faut être d'accord à la fois sur le principe du divorce, c'est-à-dire qu'on se met d'accord, on se dit que ça ne va pas, on veut divorcer. Même avocat. On peut prendre le même avocat, en l'état, on peut prendre le même avocat. On est d'accord sur les conséquences du divorce également. Alors les conséquences, c'est quoi? C'est s'il y a des enfants, la pension alimentaire. Par exemple, si on se trouve dans un cas où vous avez un bien immobilier, il faut pour ce type de divorce-là avoir vendu le bien, ou en tous les cas, il faut un acte notarié. Le divorce par consentement mutuel ne peut se faire que si les parties ont déjà pris des dispositions pour liquider le régime matrimonial, c'est-à-dire pour séparer les biens immeubles. Alors c'est un divorce qui va vite. Pourquoi? Parce qu'on peut prendre le même avocat, vous l'avez dit, mais on va rédiger une requête conjointe, une convention qui va régler le sort des parties, des enfants, et une attestation sur l'honneur. Ces documents-là vont être signés par le ou les avocats et les époux, déposés au greffe du tribunal compétent, et puis pour Pointe-à-Pitre dans un délai de 3 à 4 mois, et pour Basse-Terre dans un délai de 1 à 2 mois, vous serez convoqué, et après un passage devant le juge, eh bien, le juge va homologuer l'accord, la convention, c'est-à-dire qu'il va vérifier que les intérêts des 2 époux sont préservés et surtout les intérêts des enfants. Et c'est ce qui fait débat dans la réforme qui est en cours, qui n'a pas encore été adoptée, c'est que dans le projet de loi,
on supprime l'homologation par le juge et on fait simplement un enregistrement devant notaire. Donc c'est un peu la difficulté puisqu'on a le sentiment que les intérêts des enfants en tous les cas ne seront pas protégés aussi bien que ça l'est à l'heure actuelle. Voilà, c'était donc cette chronique juridique du jeudi. On remercie donc Maître Bernier et Maître Calvaire qu'on va retrouver le jeudi prochain. Ici tout de suite on continue l'info avant de recevoir Karim Bignon dit Yaout, un artiste et Jocelyne pas Béwa, Jocelyne Daril qui sont là et qu'on va recevoir tout à l'heure. Il est 13h45. On continue ici. Et comme annoncé dans les titres, le personnel de la ville de Pointe-à-Pitre affilié au syndicat SCP La Pointe est en grève depuis ce matin. Dans un préavis de grève communiqué le 26 mai, le syndicat dénonce le non-respect de tous les protocoles d'accord et relevé de décisions concernant notamment l'arrêt de la répression syndicale, l'entrave à l'exercice du droit syndical ou encore l'obtention de chèques déjeuner. Reportage Charlie Dagonia. Nous savons qu'aujourd'hui là nous en grève au niveau à la Pointe parce que tout simplement c'est des vrais que mais là pas respecter les protocoles d'accord que nous signons avec, les relevés de décision que nous signons avec depuis tantôt et aussi des vrais que mais là pas qu'à prendre en considération ça a créé l'injustice sociale que nous a subi au niveau à Pointe-à-Pitre et aussi des vrais que travailler justement c'est eux qui a porté mon œuvre pour que collectivité là ni épanouissement là ni la jodi jour et par rapport à ça eh ben la loi qui permet que ces mounassa ni un bien-être au travail par des avancements de grade des outils juridiques qui mettent en place justement pour permettre que travailler ni avancement de grade, avancement d'échelon et ça qui de droit et aussi ni ça qui a créé des tickets les chèques déjeuner ou ça qui a fait aussi partie de l'action sociale et qu'il y a des vrais mais là pas qu'à mettre ces bitins là en application et aussi nous avons dénoncé aussi ouvertement qu'il a octroyé et illégalement régime indemnitaire chef de service il a toute qualité sorte de privilèges et notamment nouveau directeur général des services MCDI et bien qu'il a fait il a distillé de fausses informations et d'autant plus que par rapport à situation à travailler, situation carrière à travailler, eh bien, il a bafoué. Depuis tantôt, eh bien, qu'il a fait, depuis arrivé, il y a un seul bitin qu'il a occupé, c'est d'embaucher 6 personnes au niveau administration et de mettre à l'aise, notamment directrice générale des services adjoints, Mampasbo, eh bien, il baille une voiture de service. Oh, Madame la Sapani doit un véhicule de service qui a servi de véhicule de fonction, sans compter que d'autres privilèges qu'il y a en matière d'avancement de grade qui a fait en toute illégalité et en cas rappelé que Mela a fait ça a créé des entorses, des entraves au niveau à respect et à statut en nous et nous a dit que nous ne pouvons pas accepter ça encore et nous a rappelé que dans revendication nous depuis tantôt que nous déjà dit c'est les mêmes choses que nous remettre encore à niveau à ça. Conditions de travail à moun pas réunies. Nous avons demandé augmentation à régime indemnitaire à moun. Il faut savoir qu'au niveau à la Pointe, eh bien, plus petit coefficient que vous pouvez recevoir, c'est coefficient 1. Il faut savoir que l'État met prime là ça de façon pour permettre de valoriser le travail par rapport à fouiller à travailler. Eh bien, quand nous avons constaté qu'il y a uniquement 1. Donc ça veut dire qu'il est là depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, eh bien, c'est à 1 qu'il est. Donc en fin de compte, il n'y a pas qu'à reconnaître fouiller à travailler. Et la ville de Pointe-à-Pitre informe que le premier adjoint au maire, Josiane Gatti-Belza, et les autres élus se tenaient à la disposition de l'organisation syndicale pour négocier. Ils n'ont vu personne depuis samedi dernier. Le maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou, rappelle que la loi oblige les syndicats à négocier avant de faire grève. Et côté agriculture, ce matin à Petit-Bourg, les politiques et décideurs ont pu constater le travail effectué depuis 2012 pour lutter contre le citrus greening. Le citrus greening est une grave maladie des agrumes. Elle perturbe le développement et la productivité de ces arbres et provoque leur mort. Une plateforme de travail a été créée en 2012 pour proposer des solutions aux producteurs d'agrumes. Je vous propose de regarder le reportage de Charlie Dagonia.
Donc aujourd'hui, on a organisé une journée itinérante de l'alternance en partenariat avec la ville du Lamentin. Donc l'objectif en fait de cette journée, c'est d'identifier en fait les jeunes qui souhaitent s'inscrire dans un parcours de l'alternance. Pourquoi un parcours de l'alternance? Parce qu'au niveau de la PEDAG, la plateforme pour l'emploi et le développement de l'alternance, donc nous avons en fait notre mission en fait c'est de collecter des offres d'emploi en alternance. Donc nous avons un certain nombre d'offres d'emploi à pourvoir. En l'occurrence, à la date d'aujourd'hui, 92 postes à pourvoir. Donc cette journée, en fait, c'est de faire un échange avec les jeunes, de les voir en entretien, pour voir en fait quels sont ceux qui pourront se positionner sur les offres d'emploi. Donc ils seront accompagnés en fait pour ceux qui vont intégrer le programme P2A, du premier entretien jusqu'à la finalisation en fait, jusqu'à en fait il a trouvé un emploi, il a pu signer son contrat en alternance. Donc en fait c'est notre mission en fait, c'est de réduire le nombre d'offres d'emploi non pourvues. Le jeune qui décide de poursuivre par l'alternance, donc il va associer en fait des heures en entreprise pour la partie pratique et pour la partie théorique, il va se former en centre de formation d'apprentis ou celui qui va s'orienter vers une formation en apprentissage, donc il va signer un contrat d'apprentissage. Et pour celui qui va s'orienter vers un contrat de professionnalisation, le contrat de professionnalisation concerne les jeunes âgés de 16 ans et plus. Donc là en fait il sera dans un centre de formation dans une école privée. Venu dans cette journée de l'orientation. En fait, je viens de terminer ma licence en responsable manager dans la distribution et j'aurais voulu en fait continuer mon cursus sur un master. Et je suis venu en fait pour qu'on me propose, pour savoir quelles sont les offres un peu et savoir un peu où m'orienter. L'alternance, oui quand même, oui, puisque je pense que le jeune aujourd'hui, il a envie d'apprendre un métier, il a envie de faire du manuel. Donc, le but aujourd'hui, c'est effectivement ces jeunes-là, pour sortir dans l'oisiveté, de faire une formation d'apprentissage, de toucher, de palper le produit et aussi de suivre des cours aussi de technologie, théorie au CFA, pour quand même avoir un diplôme à la fin. Ce n'est pas seulement la motivation, il faut un réel intérêt pour le métier. Parce qu'un jeune peut être motivé, mais s'il s'est trompé sur son choix de formation, il sera vite dégoûté, en fait, si je puis dire. Il sera dégoûté, il n'aura plus envie de poursuivre. Donc il faut qu'il y ait un réel intérêt pour le métier, qu'il ait réellement envie d'apprendre et de se former dans ce métier. Et vous l'aurez compris, vous venez de voir le reportage sur la ville du Lamentin qui organisait la journée itinérante de l'alternance. Donc c'était une journée qui ciblait les jeunes de 16 à 26 ans qui sont intéressés pour se former tout en travaillant en même temps. On revient donc sur notre sujet agriculture. Je vous le disais ce matin à Petit-Bourg, les politiques et décideurs ont pu constater le travail effectué depuis 2012 pour lutter contre le citrus greening. On rappelle que c'est une grave maladie des agrumes. Elle perturbe le développement et la productivité des arbres et provoque donc leur mort. Une plateforme de travail a été créée en 2012 pour proposer justement des solutions aux producteurs d'agrumes. Je vous propose de regarder tout de suite le reportage de Charlie Dagonia. Mobiliser beaucoup de fonds, que ce soit des fonds FEDER, donc des fonds européens. Et le but, c'est de montrer que notre réseau fonctionne de façon efficace et qu'on utilise ces fonds de façon très efficace et de façon concertée avec plusieurs organismes, des organismes de recherche comme l'INRA, le CIRAD, des organismes techniques, l'Institut technique tropical, IT2, ou la Chambre d'agriculture, ou des organisations de producteurs comme la Sofruit, qui se mettent ensemble pour travailler de façon cohérente et efficace pour apporter des solutions aux problèmes des agriculteurs. Donc là aujourd'hui c'était important de montrer que par rapport à une maladie qui a été découverte en Guadeloupe en 2012, donc le citrus greening, eh bien, tout le monde a su se mobiliser très rapidement et mettre en place plusieurs actions à la fois différentes mais complémentaires pour lutter contre cette maladie et proposer des solutions aux agriculteurs qui ont été touchés par cette maladie. Il y a un axe qui est celui de nouvelles variétés qui sont proposées par la recherche et testées chez les producteurs. Ces variétés vont donner de la vigueur à la plante et vont les rendre plus tolérantes à la maladie. Il y a un autre volet qui est celle de la production de plants sains, de plants assainis. L'objectif, c'est que les pépiniéristes, qu'on mette en place un ensemble de mesures qui font que les pépiniéristes vont sortir des plants sains. Donc il y aura sur la Guadeloupe des pépiniéristes volontaires, c'est une démarche volontaire, des professionnels, qui vont fournir des plants qui sont garantis sains aux producteurs. Et puis après, il y a un autre aspect qui est celui de l'assainissement, qui doit continuer chez les producteurs et les particuliers, arracher ces agrumes malades ou morts. C'est important. Quand vous rachetez un agrume sain et neuf,
dans votre jardin, vous arrachez l'ancien qui peut être source de contamination. Un autre volet, c'est celui de la lutte biologique et des pratiques agricoles, des associations d'arbres, favoriser des plantes de couverture qui vont favoriser la lutte biologique. Et puis après, il y a toutes les actions de transfert, de communication qui sont importantes pour sensibiliser en permanence le public. 13h54 dans le ZCL, on reçoit, comme je vous l'ai dit, Karim Billion. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un musicien particulier. Oui, on peut dire ça, ouais. Oui, parce que vous jouez d'un instrument qui n'est pas classé parmi les instruments de musique. Alors en fait, oui, moi je fais tout déjà à la voix, d'accord, avec des machines qui me permettent de superposer ma voix, de faire de la batterie avec la bouche, de faire du chant, du clavier même. C'est pas de la cappella? Non, pas a cappella. Oui. Mais c'est tout à la voix et ça donne une musique quand tout est superposé. Et j'ai un petit instrument qui s'appelle le kazoo. Donc ça fait, normalement ça fait pour appeler les canards, mais on peut en faire de la trompette quand on chante dedans, du saxophone. Et du coup, voilà, je fais de ça aussi et c'est très drôle. Alors, et quelle musique vous jouez? Alors c'est très éclectique, il y a vraiment de tout. Ça peut aller du reggae à l'électro, à la samba, à la musique du monde. Tout seul sur scène? Tout seul, ouais. Ouais, c'est un one-man show. C'est ça. Oui. Et donc, je crois savoir que vous allez à Marie-Galante, c'est parce que vous avez rencontré Camille Soprane, c'est ça? Oui. Alors du coup, je joue à Marie-Galante à Saint-Louis chez Henri, ce sera samedi 4 juin. Ouais. Et j'ai eu la chance de rencontrer Patrick Vincent, qui est un très très bon guitariste, et Camille Soprane. Donc vous serez accompagné cette fois? Ouais, on a prévu de faire des improvisations avec eux. Alors Camille peut-être, parce qu'il a quelque chose de prévu, donc il passera s'il peut. Mais en tout cas... On voit votre kazoo là. Hein, non, là c'est le micro. Là, c'est le micro, c'est pas le kazoo? Non, dans celui-là je crois pas que j'utilise le kazoo. D'accord. Ah oui, c'est vieux ça. Et donc voilà, oui, concert improvisé, donc il y aura mes compositions, et avec Patrick Vincent, c'est prévu, on va faire de l'improvisation, moi je serai tout à la voix, et lui fera des solos de guitare, on fera des choses, la musique d'ici en particulier, parce que c'est ce que je recherche aussi, oui, en venant ici, c'est d'improviser, de faire de la musique, voilà. Alors il y a justement posé la question, quel bon vent vous emmène aux Antilles, où vous savez les musiques, il y a deux types de musique ici, musique traditionnelle, le gouka, et vous savez qu'ici on a un instrument avec la bouche qui s'appelle le boulaguel. Ah, je ne connais pas. Ah, vous ne connaissez pas, vous allez découvrir ça. Ah, super. Ça se fait avec des cordes vocales et la bouche, et ça imite le son du tambour. Ok. Parce que le tambour s'appelle le boula, et avec la bouche, en créole, la bouche se dit guel, donc ça s'appelle boula-guel. 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 Okay. Et si vous remontez les gens qui jouent du tambour, vous entendrez ce que c'est que le boula-guel, c'est particulier. Ah bah super, j'ai hâte de voir. Vous allez connaître ça sûrement, vous avez sûrement rencontré à Marie-Galante des gens qui font du boula-guel, et vous qui êtes un vocaliste, on va dire ça comme ça. C'est ça, ouais. Ça va vous intéresser. Et donc, vous connaissez un petit peu quand même l'autre partie de la musique entière, c'est le zouk. Oui, bien sûr. Oui, vous connaissez quand même bien sûr. Tout ça, etc. Ouais. Ouais. Et ça vous interpelle un petit peu? Ah oui, mais beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup et qui écoute vraiment de toutes les musiques. Je suis vraiment un fan de musique du monde en général. Du coup, tout me parle en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'après, moi, je vais en faire un mélange et je propose au public plusieurs choses. C'est-à-dire que tout le monde va s'y retrouver à un moment donné. Il y en a qui vont préférer un morceau qui va être peut-être plus reggae, d'autres qui vont préférer un morceau plus électro, et tout le monde va trouver sa chose et va danser, va s'amuser. Et même dans les musiques que les gens n'écoutent pas, comme tout est fait à la voix, du coup les gens ça les interpelle, vu que c'est un truc qu'on ne voit presque jamais en fait. Donc voilà. Et comment cette passion vous est venue ? Eh bien, c'est une bonne question. Quand j'étais petit, j'achetais des CD, comme tout le monde, et je m'amusais à chanter par-dessus, mais des mélodies qui n'existaient pas dans la musique. Moi, je faisais mes mélodies à moi, et je me suis entraîné comme ça, tout seul, sans le vouloir, en fait. Et après, j'ai eu un micro, et puis voilà. C'est ce qu'on appelle le beatbox, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Il y a du beatbox, ouais, je fais la batterie avec, et après, c'est vraiment plus du chant, mon projet. Il y a du beatbox, mais moi, je me dis pas beatboxer, j'appelle ça de la voice music, de la musique de voix. Il n'y a aucun instrument, juste de la voix, et voilà. D'accord. Et j'ai vu, alors, Yaourt, c'est le nom de scène ? Nom de scène, oui. Pourquoi Yaourt ? Alors, je m'appelle Yaourt parce que je chante en yaourt. Donc, dans le monde de la musique, chanter en yaourt, c'est dire n'importe quoi, il n'y a pas de parole. D'accord. Ça donne quoi, par exemple ?
Bah, il faudrait la musique, mais voilà, je peux dire n'importe quoi, je sais pas. Genre What Again a Beast to Fly, enfin ça ne veut rien dire cette phrase-là, mais c'est vraiment n'importe quoi. Même pour l'africain, je vais faire des onomatopées, je vais copier la langue africaine et je ne parle pas du tout africain. Et c'est vraiment quand la musique est lancée, je lâche prise et. Vous connaissez un peu le créole, non pas encore? Pas du tout, mais pareil, je m'inspire, j'entends et je copie l'accent, j'invente des mots quoi. D'accord. Je sais pas. Alors est-ce que vous avez profité peut-être de votre passage en Guadeloupe? Là vous avez une prestation à Marie-Galante, mais est-ce que vous allez aussi vous produire quelque part en Guadeloupe même? Alors en fait, je vais juste faire des ateliers et des rencontres. Mais j'aurais beaucoup aimé jouer ailleurs, mais j'ai pas eu l'opportunité de trouver d'autres endroits. Donc j'appelle, moi si jamais on veut de moi, je suis présent. Mais des rencontres sont prévues avec les écoles, c'est ça? Oui, des ateliers demain matin à la bibliothèque du Chemin Neuf. Et ce sera avec des CM1, CM2. On va écouter un petit extrait rapidement de ce que vous faites, de manière à ce que les téléspectateurs soient fixés. Comme on dit, musique, maestro. Extrait de Yaourt en live. Alors, juste pour dire, là, c'était mon tout premier concert. Ah, ça date déjà? Ah, c'est le tout premier concert, celui-ci, là. Oui. Ouais, c'était il y a 4 ans et c'était ma première scène avec Yaourt, justement, parce que normalement, j'ai un costume maintenant. Ouais. Et là, c'est le tout premier, donc c'est marrant que vous ayez passé celui-là. Oui, on nous a filé cette vidéo. Ah, mais c'est très bien, ça me fait plaisir. Bon, en tout cas, on vous retrouve donc samedi à Marie-Galante. Oui. Oui. J'ai la petite affiche. Oui, de l'affiche, Yaourt, Voilà, le 4 juin. C'est le costume de scène? Ouais, c'est ça. D'accord. C'est exactement ça en plus. Ok. Voilà. Mais on verra ça avec plaisir. Super. Ici, les 14h, vous avez encore une dernière info, 14h02? Oui, une dernière, et la ville des Abîmes a décidé de rendre honneur à une grande figure du cyclisme guadeloupéen, Valentin Clerc, dit Tintin le Jaune. Il a remporté à deux reprises le Tour de la Guadeloupe en 1977 et 1978, mais également le Tour de Martinique et de Marie-Galante la même année. Ce matin, la ville des Abîmes tenait une conférence de presse pour annoncer la manifestation qui mettra à l'honneur cet illustre cycliste abymien durant tout le mois de juin. Reportage Nicolas Hachi. Clerc Valentin, si vous voulez, c'est quelqu'un de très humble. Et c'est quelqu'un qui a toujours œuvré à travers le cyclisme et à travers l'épopée Clerc Valentin de l'époque qui nous a fait tous vibrer à travers la Guadeloupe et voir la Caraïbe. Donc il ne se sentait pas encore prêt pour être honoré. Après 40 ans qu'il a passé à la direction des sports, accompagnant et mettant en place tout le programme de notre activité sportive. Donc ça fait 2 mois qu'il est parti, 3 mois qu'il est parti à la retraite. Et aujourd'hui, il se sent prêt. Donc c'est la raison pour laquelle on lui a laissé le soin de concocter son programme, son propre programme, de peaufiner avec sa famille. Ils ont décidé ensemble. Et la ville, nous allons l'honorer pendant 1 mois, c'est-à-dire du 5 juin au 10 juillet, c'est-à-dire on va clôturer avec les 3 manches de la Coupe Feu d'Éric Jalton.
L'arrivée du maire des Abîmes, il m'a toujours demandé de me mettre à l'honneur. Et sincèrement, je vous dis que j'ai refusé. Pourquoi? Parce que j'ai quand même pensé qu'il y avait avant moi. Avant moi, c'est tout ce qu'il a fait avant, puisque s'il y a un club à la tête, parce qu'il y avait avant. Avant, c'est les René Coq, c'est M. Esnar, M. Sono, il y avait M. aussi Deblasia, il y avait d'autres qui ont fait. Est-ce que j'ai préféré, et comme si je mettais, jusqu'à maintenant, je mets des manifestations en place pour la ville des Abîmes, j'ai préféré d'organiser pour ce qui était avant et après ça, aujourd'hui, mon heure est arrivée, on a attendu le bon moment et le moment c'est vous êtes là et heureusement on n'a pas fait avant parce que si vous êtes là maintenant, c'est parce que c'était le moment. Ce sera l'occasion et à travers toute la jeunesse, parce que c'est un programme concocté plutôt à travers la jeunesse guadeloupéenne tout entière. Donc ce sera l'honneur aussi ce sera l'intergénérationnel, c'est-à-dire celui qui a fait, celui qui est en train de faire, qui va continuer à faire pour cette jeunesse. Voilà, il est 14h03, on a pratiquement terminé en rappelant aux usagers du SIAG, enfin les gens qui sont rattachés au système du SIAG, eh bien, vous êtes en service minimum jusqu'à samedi. Après samedi, vous avez entendu M. Nestorius Faviel vous a dit peut-être que Bitag a changé. En tout cas, on espère. Voilà, réalisation, Yann et son équipe, Zébris et son équipe. Et un dernier rappel, si vous voulez gagner un voyage, etc., allez sur Facebook ZCL, tapez ZCL et répondez à la question du jour. Voilà, on a terminé. Bon appétit à vous si vous êtes encore à table. On se retrouve demain, Jessie. À demain, Danick. Bon appétit et au revoir.